Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez donc pour cet après-midi, pour cette première journée de l'Académie virtuelle de la Banque européenne d'investissement. Tout au long de la journée, nous avons eu l'occasion d'entendre de nombreux intervenants intervenir sur différents sujets en lien avec le financement de PME dans la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Alors, cette journée touche à sa fin et nous allons bientôt entamer la séance de clôture de cette première journée donc, de discussion. Une séance durant laquelle nous aurons l'occasion, à travers donc les intervenants que je vais introduire dans quelques instants, de discuter des différents thèmes qui ont été abordés aujourd'hui, de revoir donc les résultats des sondages auxquels vous avez participé et d'avoir donc une discussion transversale sur les sujets abordés. Alors, sans plus attendre, je vais introduire le modérateur de cette session à venir, donc Hugues Kamewe Tsafa, qui occupe actuellement le poste de conseiller en secteur financier au sein du secrétariat de Making Finance Work for Africa, une initiative hébergée par la Banque africaine de développement. Son travail consiste essentiellement à soutenir les efforts des responsables du secteur public et des dirigeants du secteur privé pour développer les services financiers dans les secteurs économiques critiques tels que l'agriculture, les PME et le commerce. En outre, il dirige des activités visant à promouvoir une réglementation et une supervision efficace des systèmes bancaires, ainsi qu'à renforcer la stabilité financière sur le continent. Auparavant, il a travaillé en tant que conseiller régional à l'Institut mondial des caisses d'épargne, fournissant des conseils stratégiques à la Direction générale des caisses d'épargne. Ancien étudiant du programme d'éducation exécutive de la Harvard Kennedy School, il a reçu un certificat pour le programme de leadership Rethinking Financial Inclusion en 2016 et est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de Lyon 2 en France. Alors, sans plus attendre, je vais vous passer la parole, Hugues, et vous donner l'opportunité d'accueillir une fois de plus nos intervenants, Christophe Litt et Olivier Edelman. OK. Merci bien, Anan, pour cette introduction très, très généreuse. Bonjour à tous les participants à cette académie virtuelle de la BEI. Bien, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur votre participation à cette session de restitution et de discussion libre qui durera environ 30 minutes. Très heureux d'accueillir à nouveau M. Christophe Litt et M. Olivier Odelman. Christophe Litt s'est déjà introduit précédemment. Il a été introduit parce qu'il a modéré une session. Néanmoins, à toute fin utile, je vais dire qu'il est rappelé qu'il est le chef de division secteur financier Afrique, Caraïbes et Pacifique, Asie, Amérique latine à la BEI, évidemment au Luxembourg. De son côté, Olivier Edelman est le chef de l'unité microfinance, division de financement intermédiaire pour les petites et moyennes entreprises à la BEI. Donc, c'est un panel des experts de haut niveau qui, combinés, ils ont une expérience de plus de 50 ans dans le secteur financier et sur les questions de développement. C'est donc dire qu'ils ont assez à partager avec nous cet après-midi. Tel que nous avons structuré effectivement ces interventions, je vais rapidement revenir sur les échanges qui ont eu lieu ce matin, notamment la session où nous avons invité les banquiers centraux à nous présenter un peu leurs perspectives sur le développement, le contexte actuel de nos économies et le développement des petites et moyennes entreprises. Ensuite, nous allons donner la parole effectivement à Christophe. Chacun reviendra sur la session qu'il a eu à présenter, à modérer, et puis essayer un peu de couvrir divers autres aspects pertinents. Je vais inviter aussi sur ce l'audience à nous envoyer des questions qui nous permettront effectivement de nourrir les échanges avec les panélistes. Donc, revenons à la session de ce matin, où nous avions eu les régulateurs, notamment la Banque centrale du Ghana, la Banque centrale du Congo, DAC, la BEAC, la BCAO notamment, qui nous parlaient de l'impact du Covid sur nos économies et les mesures visant à contenir, à atténuer les chocs, ainsi accompagner les perspectives de reprise. Nous pouvons dire tout simplement qu'il s'est dégagé un certain nombre d'éléments très, très pertinents, notamment l'impact de la crise a été très, très, très important sur les économies africaines du fait des mesures qui avaient été prises pour le confinement. Cela a entraîné la baisse de la production
production, l'inflation et la récession, une récession néanmoins moins importante que ce qui avait été préalablement anticipé. Les mesures qui ont été effectivement prises étaient des mesures très, très coordonnées, si nous pouvons le dire. On a vu une certaine sorte d'articulation, de synchronisation entre la politique, au niveau de la politique économique, notamment les politiques budgétaires impulsées par les gouvernements et les politiques monétaires. Les politiques budgétaires avaient notamment pour objectif principal d'apporter ce qu'on a appelé des stimulus fiscaux, c'est-à-dire essayer de booster l'économie dans un contexte où le choc macroéconomique que les pays étaient en train de vivre avait entraîné une certaine récession, une dynamique de récession qui pouvait être particulièrement massive. Et il y avait des risques. D'ailleurs, on craignait que l'Afrique pouvait rentrer dans des... C'est-à-dire que ça pouvait impacter au niveau économique, ramener à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, ça a été l'objet des échanges. On a néanmoins trouvé que les banques centrales, aux côtés des gouvernements, ont pris des mesures assez fortes pour accompagner cette politique fiscale, politique prise par les gouvernements au niveau fiscal, du monde budgétaire. Il a été notamment question des mesures liées au soutien aux entreprises pour, par exemple, apporter des prêts bonifiés, des garanties, des injections de liquidités à travers des achats massifs des titres de soutien aux banques en matière de refinancement, les baisses des taux des réserves obligatoires, les baisses des coussins des contrats cycliques. En termes de renforcement de la surveillance macroéconomique aussi, macro-prudentielle, on a observé aussi qu'il y a eu, par exemple, l'essai de suivre les problèmes d'accumulation des arriérés des gouvernements, l'impact que cela avait sur les entreprises qui étaient liées à la commande publique. Et donc, des mesures d'assouplissement avaient été prises, particulièrement en matière de classification, par exemple, des créances de provisionnement, des levées de pénalités et aussi la création des cadres de restructuration, par exemple, des dettes qui ont permis, par exemple, à plusieurs entreprises, notamment des PME, de bénéficier de ces restructurations de dettes qui leur ont donné réellement des bouffées d'oxygène dans ce contexte dans lequel ils évoluaient. OK. Donc, l'une des tendances majeures qui a été aussi observée pendant cette crise, dans cette période, ça a été la tendance de la digitalisation accrue. Il y avait déjà cette dynamique qui était présente dans nos économies. Elle a été accélérée avec la crise du fait des mesures de complément et des mesures barrières qui avaient été adoptées pour lutter contre la crise. Et dans beaucoup de pays, on a donc observé qu'il y a une accélération de la digitalisation, notamment de la finance digitale, ce qui a renforcé déjà, par exemple, toutes les opérations en termes de government payment. On parle souvent de G2P, P2G, B2B. Donc, la digitalisation a vraiment créé des opportunités massives pour les économies en termes de développement des transactions digitales. Mais cela vient évidemment aussi avec des risques qui ont été mis en avant par les banquiers centraux, notamment tout ce qui était lié, par exemple, aux questions de cybersécurité, et qu'il fallait créer des cadres appropriés, ainsi qu'une réglementation aussi qui pouvait permettre de mieux accompagner ces structures. OK. Donc, je vois que nous sommes assez contraints par le temps. Je pense que je vais m'arrêter là, voilà, pour ce contexte, et je vais aller très rapidement donc, vers nos deux panélistes. Si vous permettez, donc, je vais passer la parole déjà à M. Olivier Edelman. Olivier va nous parler effectivement de donner sa perspective sur la session qu'il a eu à modérer des aspects gender et New Normal. Donc, Olivier, je peux vous passer la parole. Merci. Merci beaucoup, Hugues. Merci beaucoup. Donc, en effet, j'ai eu le plaisir de modérer un panel sur le financement des PME dans la nouvelle normalité post-Covid et quels sont les risques et les opportunités qui y sont associés. Alors, je dirais le premier point était de faire le point sur la situation que les institutions financières ont vécue au cours du Covid. Une des grandes craintes par rapport aux institutions financières, en tout cas vers mars 2020, était que leur capacité à trouver des liquidités suffisantes pourrait être une difficulté auquel ils pourraient faire face au cours des mois qui suivraient.
En réalité, les institutions financières, et c'est vrai pour les banques et pour les institutions de microfinance, ont trouvé des sources de liquidité qui leur ont permis de continuer à opérer à peu près normalement, sachant que le crédit, leur portefeuille de crédit ont malgré tout diminué en taille parce que la demande a diminué, mais aussi parce que l'offre a en partie diminué. Donc au niveau de la liquidité, la situation a été maîtrisée. Par contre, nous sommes tous conscients que les prêts en difficulté ont augmenté et risquent d'augmenter, ce qui peut créer des difficultés pour les institutions financières à l'avenir. Et cela viendra à un moment où l'économie aura besoin de financement, à un moment où l'économie aura besoin que les banques prêtent pour financer la relance des activités des PME. Ça, je dirais, c'était le premier point, un état des lieux de ce qui s'est passé. Ensuite, les institutions financières qui partageaient le débat ont pointé le doigt sur, d'une part, un élément qui concerne leur capacité à atteindre leurs clients et à continuer à opérer avec leurs clients pendant la crise, qui est l'utilisation effectivement des outils digitaux qui ont été d'une grande utilité durant la crise. Ça leur a permis de continuer à opérer à peu près normalement dans des situations de couvre-feu et autres que nous avons connues. Donc ça, c'était, je dirais, une des leçons de la crise, c'est que ces outils-là ont un impact positif. Néanmoins, en même temps, ce qui est ressorti de la discussion, c'est que les institutions financières ont aussi ressenti le besoin d'être plus proches de leurs clients. Ce qui peut sembler paradoxal dans une période où on a été très éloigné de ses clients, mais en tout cas, elles souhaitent se rapprocher plus de leurs clients et mieux connaître leurs clients, être plus en ligne avec leurs besoins. Et là, nous, encore une fois, les outils technologiques, les données ont été pointées comme des solutions qui permettraient de mieux comprendre les besoins des clients afin de leur offrir des solutions qui seraient plus adaptées à leurs demandes. Donc, globalement, je dirais, les conclusions étaient plutôt positives ou optimistes du côté des institutions financières sur la situation post-Covid et leur capacité à réopérer de manière plus ou moins identique à 2019, même si on n'est pas encore revenu au niveau de prêt qui était celle qu'on connaissait à l'époque. Dans le panel, on avait aussi la vision de personnes qui représentent d'une certaine façon les PME, ou en tout cas qui étaient la voix des PME et qui indiquaient malgré tout, et je pense que nous serons tous d'accord là-dessus, que l'accès au financement reste néanmoins très difficile au jour d'aujourd'hui pour les petites entreprises en Afrique. Il y a toute une série de raisons qui peuvent expliquer cet accès qui reste difficile malgré tout ce qui est fait par les institutions financières. Et il y avait d'une certaine façon l'appel à une coordination des acteurs de terrain qui inclut toute une série d'institutions, et ça va des institutions bancaires et financières, des banques centrales, mais aussi des régulateurs et des législateurs, afin de mettre en place un environnement qui supporte l'accès au financement pour les PME, et notamment les plus petites et les plus vulnérables. Donc ce n'est pas simplement les actions de telle ou telle institution financière qui seront suffisantes, il faut réellement un mouvement de groupe de toutes les parties prenantes afin de si pas solutionner le problème, en tout cas y apporter des voies pour trouver des réponses aux besoins des PME. Finalement, on a aussi parlé d'un outil qui est les outils de scoring. Je reviens un petit peu sur les données, mais outils de scoring qui permettraient de réduire l'incertitude des institutions bancaires. Et donc, on a une présentation assez intéressante à ce sujet-là également. Quelques mots au niveau de ce qu'on appelle gender, l'accès au financement pour les femmes. Bon, comme vous le savez, la BEI met un accent très pointu sur ce type de questions. De plus en plus, nous allons offrir des lignes de crédit qui seront dédiées et pour lesquelles on demandera à nos intermédiaires financiers de plus en plus les dédier à l'accès au financement pour les femmes. Il y a notamment une facilité que la BEI a mis en place qui s'appelle She Invest, qui avait pour but de collecter toute une série d'opérations qui supportent l'accès au financement pour les femmes au sein du continent africain. Bien entendu, tout cela ne se fait pas du jour au lendemain et requiert notamment de l'assistance technique pour accompagner les institutions de microfinance
et les institutions bancaires à adapter leur offre aux besoins spécifiques des femmes lorsqu'elles ont besoin de financement pour lancer leurs activités ou maintenir leurs activités. Donc ça, c'est un point très important, c'est qu'il faut adapter des processus crédit, il faut adapter des produits pour qu'ils répondent aux besoins bien précis et bien particuliers des femmes lorsqu'elles demandent des crédits. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser la poursuite de la discussion. Je vous remercie. Merci bien, Olivier. Merci pour cette synthèse des deux panels que vous avez modérés et de ces perspectives que vous avez ouvertes en la matière, notamment de parler de sous-fonds qui existaient au niveau de la BEI pour soutenir les aspects gender. Je vais me tourner donc vers Christophe et lui l'inviter à parler effectivement de sa session aussi, des aspects, des questions de green financing. Et je ne sais pas s'il peut ouvrir un tout petit peu sur digitalisation, même si c'est un peu un challenge, je peux l'imaginer, puisque cette session vient juste de s'achever, mais on prendra tout ce qu'il pourra nous proposer. Et je profite donc de l'occasion aussi pour inviter l'audience à nous transmettre les questions. Et comme cela, on pourra répondre au moins une ou deux questions avant de conclure le panel. Christophe, je te passe la parole. Oui, merci Hugues. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de résumer brièvement, parce que je pense qu'on n'a plus tellement de temps, les discussions du panel qui était dédié à la finance verte. C'était un panel particulièrement intéressant parce qu'il était composé de représentants d'institutions financières très variées, chacune avec leur perspective, leur approche, leurs propres défis, et chacune ayant également déployé des produits différents mais complémentaires, mais chacune aussi avec des priorités très claires concernant la finance verte. Nous avons d'abord discuté d'un produit qui a été déployé depuis 2016 par le African Guarantee Fund, et c'est un produit de garantie verte qui permet aux banques de réduire le risque qu'elles prennent quand elles financent des projets verts. Donc c'est une garantie à première demande, first loss piece, comme on appelle ça, ou pari passu. Donc qui a permis à ces banques de financer, de prendre plus de risques et de financer toute une série de projets verts qu'elles n'auraient pas sinon pu financer, et qui est combiné aussi avec une assistance technique pour les banques, donc pour améliorer notamment l'examen du risque environnemental qu'elles sont amenées à faire, mais aussi pour les PME pour renforcer la solidité des projets verts qu'elles entendent ainsi financer. Ensuite, nous avons discuté de sujets complètement différents avec la responsable d'une banque de microfinance au Nigeria, Letshego Microfinance Bank. Et là, on a pu mieux comprendre comment les financements verts s'appliquent aussi aux tout petits projets, toutes petites sociétés ou même d'individus, et notamment avec un focus sur les économies d'énergie et l'efficacité énergétique, qui est évidemment clé pour rendre ces projets rentables. Et donc, nous avons discuté de l'approche de cette banque concernant ces problématiques. Ensuite, dans un troisième temps, nous nous sommes focalisés sur la production d'électricité verte, avec un produit qui est déployé par ETI et qui permet aux entrepreneurs qui veulent produire de l'électricité verte de garantir qu'ils vont effectivement bien être payés par les sociétés nationales d'électricité. Donc là, encore une fois, on a pu souligner l'importance de la collaboration entre le public et le privé. Ici, donc, l'idée était plutôt de rendre des projets bancables en réduisant le risque pris par certains entrepreneurs. Ensuite, EcoBank Ghana a insisté sur la profitabilité des projets verts. On a eu droit à l'explication de nombreux exemples liés à la digitalisation, notamment par exemple la production de panneaux photovoltaïques, mais localement. Aussi dans le cadre de l'innovation pour remplacer certains processus industriels anciens et polluants. Et EcoBank a même installé des panneaux photovoltaïques sur plus de la moitié de ses agences, sur le toit de ces agences, et, des investissements qui sont
remboursés en moins de 5 ans. Donc, on voit vraiment une approche globale de cette banque au niveau environnemental, avec une analyse également de chaque projet sur la base de son impact environnemental. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a toute une série d'instruments financiers qui sont combinés notamment à de l'assistance technique pour les PME, pour les banques, et tant en ce qui concerne la production d'énergie renouvelable que en ce qui concerne l'efficacité énergétique, et qui permettent aussi une collaboration optimale entre le secteur public et le secteur privé. Et c'est, je pense, cette approche globale qui est nécessaire et qui peut peut-être nous permettre alors de répondre aux défis du changement climatique. Voilà, Merci. en quelques mots. Je ne sais pas si vous voulez que je parle aussi de la digitalisation. Peut-être très rapidement, oui. Donc très rapidement, j'ai mon collègue Benoît Denis qui était le modérateur sur ce panel qui vient de se finir, m'a envoyé quelques notes. Donc il y a 3 grandes tendances qui se dégagent. Donc on constate que les banques en ligne en Afrique constituent 50% des structures qui font ce qu'ils appellent du mobile money. Et donc il y en a plus de 150, entre 150 et 200. Ensuite, comme vous l'avez souligné, Hugues, il y a une véritable transformation des banques traditionnelles pour initier une transformation digitale, pour gagner en efficience, mais aussi offrir de nouveaux services. Et alors, une modernisation des systèmes de paiement, tant au niveau national, mais aussi régional. Et donc, il y a quand même parfois encore une certaine crainte du public vis-à-vis du e-banking. Il y a certaines contraintes aussi liées aux infrastructures et aussi la nécessité de pouvoir bénéficier d'économies d'échelle, ce qui prend un peu de temps, mais c'est un secteur qui permet aussi de créer beaucoup d'emplois d'avenir pour la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Rapidement, en 30 minutes, 30 secondes pour Olivier. Qu'est-ce qu'il pense, par exemple, des nouveaux produits pour inciter l'accès des PME au financement, comme par exemple le petit bail, la facturage, notamment. Et qu'est-ce qu'il pense de la résilience qu'on a observée des petites et moyennes entreprises pendant cette crise? Merci. Je pense de ce qu'on a pu observer, c'est que le secteur a été finalement assez résilient, que ce soit les institutions en microfinance, je vais parler du domaine que je connais mieux, mais aussi des clients des institutions de microfinance, des micro-entrepreneurs ont été très résilients. Peut-être plus les grandes institutions microfinance par rapport aux plus petites, mais globalement, la crise a été traversée avec certains dégâts, mais qui ont été à peu près maîtrisés. Ce qui va être crucial maintenant, c'est que les institutions puissent continuer à prêter et à financer le secteur, donc qu'il y ait un recouvrement de la situation. Sinon, la situation pourrait se dégrader plus à l'avenir. Merci. OK. Donc, nous n'avons pas le temps. Ce que je pourrais simplement dire, c'est Denis, c'est que les banques centrales, notamment, travaillent sur ces questions aujourd'hui de finances climatiques, finances de gender, et qu'il est utile vraiment de prendre ça en compte et de voir comment les accompagner pour qu'on ait des actions au niveau sectoriel, en fait, méso, qui peuvent impacter tout le secteur de manière globale. Je vais m'arrêter là. Dessus, je passe la parole à Anan. Merci pour les panélistes et merci pour les participants qui nous ont suivis. Merci. Anan, je te retourne la parole. Merci beaucoup, Hugues Kamewet-Safak, pour la modération de cette séance de clôture, qui récapitulait, entre autres choses, les différentes discussions qui se sont déroulées tout au long de la journée aujourd'hui. Merci également à Christophe Litsch, chef de division secteur financier de différentes régions pour la Banque européenne d'investissement, et Olivier Edelman, chef de l'unité microfinance. Voilà, merci à tous les 3 pour ce récapitulatif. Alors, il ne nous reste plus énormément de temps. Cet événement touche à sa fin, mais juste avant de laisser place à la séance de clôture de cette première journée de l'Académie virtuelle de la Banque européenne d'investissement, je vous propose de marquer une courte pause et de se retrouver dans 5 minutes. À tout de suite.